Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gérard Pécou, cofondateur de Calimedia, une entreprise pionnière dans le digital learning qui fait partie de Cifadis, un acteur majeur de l'innovation en formation professionnelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast qui vous emmène au cœur des révolutions de l'apprentissage. Chaque épisode explore les contributions des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, neurosciences et technologies de pointe qui façonnent l'avenir de la formation. Never Stop Learning, c'est votre rendez-vous avec les leaders et les idées qui transforment l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Never Stop Learning. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet incontournable pour toute organisation soucieuse d'améliorer l'impact de ses formations. Les plateformes digitales. LMS, LXEP, LCMS, TMS, tous ces acronymes rythment votre quotidien, mais savez-vous vraiment ce qui les distingue et comment tirer le meilleur parti de chacune? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Morgan No, cofondateur de B-Link et véritable référent en la matière. Avec Morgan, nous allons démystifier ces outils, comprendre leurs spécificités et leur complémentarité, mais aussi explorer leur évolution future, notamment avec l'apport de l'intelligence artificielle. Préparez-vous à découvrir pourquoi l'avenir des plateformes pourrait bien être celui d'une expérience d'apprentissage totalement intégrée à votre quotidien professionnel. Morgan, avant de rentrer dans le cœur de cet épisode, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours professionnel ? Eh bien, bonjour à tous. Merci Gérard pour l'invitation. Ravi de participer à ce podcast. Alors pour me présenter en quelques mots, moi je m'appelle Morgan No, j'ai 39 ans, heureux papa d'une petite fille et d'un petit garçon et cofondateur effectivement de B-Link depuis 2019. J'ai un parcours, on va dire, assez orienté sur la technicité et l'informatique puisque je suis cursus ingénieur informatique. J'ai fait pas mal d'années dans une entreprise du secteur qui s'appelle CrossKnowledge en tant que directeur technique, quasiment 10 ans. Et c'est à la suite de cette expérience que finalement j'ai vu un petit peu les plateformes évoluer, les technologies évoluer et la nécessité de créer, on va dire, un nouvel acteur comme B-Link. Merci Morgane pour cette présentation. Alors je suis assez impatient d'aborder toutes ces questions avec toi pour que ces acronymes n'aient vraiment plus de secret pour nos auditeurs. On va essayer de comprendre les plateformes et puis enchaîner avec une première question. Qu'est-ce que finalement un LMS exactement et pourquoi est-il incontournable aujourd'hui en entreprise ? Effectivement, ça vaut le coup de faire toujours un petit peu de pédagogie parce qu'il y a beaucoup d'acronymes dans notre industrie et avec des périmètres qui sont pas toujours clairs. Donc, je vais en tout cas essayer d'apporter mon regard là-dessus. LMS ou Learning Management System, en fait, c'est un système qui a été créé dans les années 2000, finalement, un petit peu en même temps que l'essor du e-commerce et finalement toute la partie Internet, et donc qui a été créé pour diffuser des contenus digitaux, un contenu de digital learning ou e-learning, donc de permettre une diffusion massive et puis surtout la capacité finalement pour une organisation de faire, on va dire, du reporting sur des contenus de formation. Donc, à la base, Learning Management System, c'est vraiment la gestion de la formation en entreprise. C'est un outil qui a été conçu vraiment pour des départements L&D ou RH pour arriver à cette fin, c'est-à-dire mutualiser et diffuser, on va dire, du savoir de manière homogène, faire des inscriptions, monitorer pourquoi pas des contenus obligatoires. Il y a beaucoup de contenus qui sont obligatoires suivant les industries et être en capacité de faire du reporting. Donc c'est comme ça en fait que finalement l'e-learning aussi c'est démocratisé avec une partie contenu comme celui que propose Calimedia aujourd'hui et contenant des plateformes de type LMS. Par rapport à un LMS, à quoi correspond finalement, on va parler d'un autre acronyme, l'acronyme LCMS. Quelle est la différence majeure avec un LMS ? Du coup, LCMS, c'est Learning Content Management System. Donc en fait, c'est vraiment le C qui est important. Et ça va être, c'est une autre appellation dans notre jargon. On appelle ça aussi des outils auteurs. Donc c'est tout ce qui va permettre finalement à un responsable pédagogique, à un formateur, de venir créer du contenu, pour qu'on appelle Learning Content Management,
c'est aussi qu'il y a toute la gestion finalement des médias, des images, des vidéos, ce qu'on appelle du versionning de contenu, toute la partie gestion du multilinguisme. Donc ça, c'est d'autres types d'outils. Je pense à des Articulate, des Elucidate, des choses comme ça, qui vont permettre finalement à une entreprise de créer du contenu. Et finalement, le format de sortie, la plupart du temps, c'est les fameux SCORM, AICC, AICC qui est déprécié, des nouveaux formats comme XAPI. Donc en fait, ça va vraiment de pair, hein. Aujourd'hui, la majorité des clients qu'on a grands comptes, on va dire qu'ils ont à minima ces deux briques-là, un LMS pour faire des inscriptions, diffuser des contenus, et finalement un LCMS pour créer du contenu. Un LMS peut être finalement utilisé avec un outil auteur ou en complément avec un outil auteur qui peut ne pas être un LCMS. Du coup, effectivement, il y a aussi des outils qui se sont créés, un peu de micro-learning, de rapid learning, dans lequel aussi je mets des acteurs sur le marché comme Bdiz, Teach On Mars, ce type d'entreprise. Tout comme il y a une évolution sur la partie des plateformes, il y a aussi finalement une évolution dans la manière de concevoir du contenu avec ces LCMS, outils de rapid learning, authoring tool, parce que finalement le contenu il peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être un contenu e-learning, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, des questionnaires, tout ce qui va être quiz, ça peut être des modules très courts, gamifiés. Et c'est ça aussi un petit peu la difficulté de notre marché, c'est que finalement il y a des entreprises qui se créent sur des besoins très précis, avec des propositions de valeur qui sont très précises. Et finalement aujourd'hui, un grand groupe, s'il veut être un petit peu exhaustif, il va se retrouver avec plein d'outils, différents types de LCMS, quelquefois suivant des filiales, suivant des géographies, des outils de rapid learning. Je mettrai aussi les outils de VR, tout ce qui est réalité virtuelle, mise en situation, dans lequel on va mettre des acteurs comme Uptail, comme Reality Academy en France, qui produisent aussi du contenu. En fait, le contenu derrière, il peut y avoir plein de formats, et suivant les formats, aussi avoir des outils qui sont un petit peu différents. On voit aussi que il y a toute la partie émergence de l'intelligence artificielle aussi, qui va encore sans doute bouleverser un petit peu aussi toute cette gamme d'outils. Et donc aujourd'hui, moi, j'assimile un petit peu l'entreprise ou le L&D à quelqu'un qui aurait une sorte de boîte à outils, tu vois, de mallette, avec j'ai ma clé de 10, j'ai mon équerre, j'ai ma scie, et suivant finalement l'architecture pédagogique qu'on va vouloir faire, on va choisir le ou les bons outils pour concevoir sa pédagogie et essayer d'importer ça. Et là, c'est là aussi on va voir toute la difficulté, mais quand je dis importer finalement ces contenus dans un LMS. C'est très très clair. Tu peux nous dire quels sont finalement pour toi les principaux critères de choix d'un LMS dans une entreprise ? C'est une question qu'on me pose souvent. Moi, j'imagine. Je fais souvent aussi la même réponse assez honnête, de dire que finalement, au sein des différents LMS, quelque part, il faut bien comprendre la philosophie et le positionnement des différents outils. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs aussi de LMS. Je crois que dans le monde, il y en a 300, pour te donner une échelle, puis pour voir un petit peu la variété des plateformes. Mais finalement, chaque LMS a son propre ADN, sa propre philosophie, sa propre vision. Voilà, par exemple, nous, on a plutôt des outils qui sont très intégrés, très intégrables, avec des capacités, on va voir, d'intégrer dans les outils du quotidien, etc. Si je prends d'autres acteurs comme 360 Learning, par exemple, il y a une philosophie autour de la co-conception, de la co-création de contenu de formation, intégré finalement dans l'outil de diffusion, donc tout ce qui va être collaborative learning. Et je dirais que c'est avant tout ça qu'il faut déjà bien saisir. C'est-à-dire qu'il faut saisir la vision et l'essence même et le positionnement du LMS. Donc, qu'est-ce qui le différencie finalement des autres LMS ? C'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que derrière, il faut
Donc effectivement que l'entreprise, elle choisisse par rapport à la vision et au positionnement, et qu'elle partage en fait cette vision avec la vision qu'elle a du learning dans son entreprise. Chaque entreprise a une culture différente, a une maturité différente vis-à-vis de ces sujets-là, et de se dire c'est quoi la vision du learning de notre entreprise? Est-ce qu'on veut faire du skill-based? Est-ce qu'on veut plus aller vers du social? Et du coup de choisir l'outil en fonction de la vision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui en découle, c'est finalement l'adéquation à la roadmap, de pas forcément choisir un éditeur pour, on va dire, une liste de fonctionnalités à un instant T. Ça, c'est aussi une sorte d'erreur que j'ai l'habitude de voir. Les entreprises font des appels d'offres, ils émettent en fait des listes de fonctionnalités avec des pondérations, et puis après ils font une sorte de ratio entre le prix, la couverture fonctionnelle, et quelque part, je vais dire aussi le fit avec l'éditeur. Ça, c'est aussi important puisque il faut vraiment voir l'éditeur comme un partenaire qui va co-créer finalement la solution avec. Et donc finalement aussi, ne pas forcément s'arrêter à une liste de fonctionnalités, plutôt regarder les roadmaps et de se dire finalement, est-ce que la roadmap de l'éditeur, parce que je m'engage dans une relation un peu long-termiste, si tu veux avoir finalement un retour sur investissement du déploiement de ton IMS, tu vas vouloir à minima t'engager généralement 3 ans. Sinon, tu n'as pas de retour sur investissement sur tes coûts de setup. Donc voilà, être en adéquation avec la roadmap et la vision. Et je dirais que le troisième point qui me paraît assez essentiel dans le choix du système, ça va peut-être paraître aussi assez bête, mais de le tester. Si vous avez un éditeur en face où finalement vous voyez que c'est difficile d'avoir un accès, que l'éditeur il vous propose des formations pour prendre en main l'outil, si vous voyez qu'il y a de la friction, ça peut déjà vous mettre en fait des indicateurs ou une puce à l'oreille, vous dire finalement ça n'a pas l'air si facile que ça à utiliser. Est-ce que mes équipes elles vont y arriver? Et puis qu'est-ce qui fait que l'éditeur que ce soit complexe d'avoir des accès? Et donc déjà on peut se dire que la plupart du temps il y a un loup, là-dedans. C'est un petit peu comme l'histoire des références clients. Je pense que personne n'est dupe aujourd'hui, où finalement, vous pouvez vous dire que si un éditeur vous donne des références clients, c'est qu'il a au préalable briefé les références, et que ce qu'il vous donne, il est sûr et certain qu'ils vont avoir un discours, on va dire, assez policé par rapport à l'outil. Je conseille de faire l'inverse, c'est de dire quelles sont vos références clients? Ok, moi, est-ce que je pourrais échanger avec un tel? Telle ou telle personne. Voilà. Et là, ça change aussi un petit peu le prisme. Alors, on va découvrir maintenant avec ton aide les plateformes LXEP, qui est la spécificité de Billink. Tu vas nous en parler. Qu'est-ce qui a fait émerger les LXEP ces dernières années et c'est quoi une LXEP? Ouais, ça c'est aussi une bonne question qu'on me pose assez souvent. Je dirais que le LXP, c'est un changement de client, déjà. Avant tout, je m'explique. C'est que là où j'expliquais que finalement les Learning Management Systems, ils ont été avant tout créés pour des profils RH, pour administrer la formation, gérer un catalogue, importer des contenus, etc. En fait, il y a eu l'évolution naturelle qui a fait que quelque part, finalement, les RH, il fallait aussi qu'ils vendent en interne aux utilisateurs finaux, que sont les apprenants dans les entreprises, l'outil. Et là, on voit que finalement, les intérêts et les objectifs d'un RH sont pas les mêmes que les intérêts et les objectifs d'un apprenant. C'est clair. Et là, nécessité finalement de repenser aussi un petit peu, l'expérience utilisateur à l'orée d'un nouveau type de client qui est l'apprenant. Ça, c'est déjà le gros changement qui a induit les LXP. Donc les LXP, ils sont sortis pour moi, je dirais, aux alentours des années 2016, quelque chose comme ça. Principalement outre-Atlantique. Les premiers, on va dire, LXP vraiment du marché, ça a été des acteurs comme Digrid ou Edcast, qui a été racheté par Cornerstone par la suite. C'est un peu comme ça aussi qu'on a créé Billink avec ce positionnement-là, puisqu'en fait, on a vu l'émergence de ces technologies outre-Atlantique. On s'est dit, en fait, de faire évoluer un LMS pour prendre en compte ces enjeux de l'apprenant
et pour prendre un certain nombre d'autres points que sont un LXP. Hein. Donc, je rappelle, les LXP, c'est le Learning Experience Platform, mais il ne faut pas restreindre la définition à expérience. Ça, c'est aussi une erreur que je vois assez souvent faite, c'est que des clients se disent, à partir du moment où il y a une expérience utilisateur un peu plus sympa, tu vois, qui reprend les codes du B2C, genre Netflix, Amazon, qui a un peu de recommandations, on va appeler ça un LXP. Oui, mais pas que. Pas que, parce qu'effectivement, il y a une philosophie de se dire, le client, c'est l'utilisateur final, donc je vais lui donner les outils pour être maître de son développement. Et là, déjà, tu vois que c'est un petit peu le truc différent. C'est là où finalement une offre de formation dans un LMS construite par des RH, poussée par des RH à des apprenants. Là, l'apprenant, il va avoir la capacité finalement de créer ses propres playlists, d'ajouter du contenu dans la plateforme et de venir l'enrichir, de partager avec ses pairs. Les managers, ils vont pouvoir inscrire directement des apprenants à des parcours de formation qu'ils auraient créés. Et tu vois qu'en fait, là, on redonne un petit peu le pouvoir et la main à l'utilisateur final. Dire, crée ton expérience de learning. Et je complète juste par 2 autres points. Du coup, les LXP, ils ont été créés avec cette volonté finalement d'avoir des systèmes qui étaient très intégrables. Donc, se dire, le LXP aussi, sa fonction, c'est de venir se connecter à tout un tas d'applications, des LMS, des TMS, des LCMS, on va dire tout un écosystème learning, et de rationaliser tout ça dans une expérience utilisateur. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est toute la partie compétences. Aujourd'hui, là où, on va dire, les LMS, ils ont plus été créés et historiquement, et c'est logique, pour suivre un temps passé, une complétion, on va dire les données, on va dire de reporting SCORM. Le LXP, il s'est dit, en fait, il faut aller plus loin. La formation, elle est vraiment multimodale, elle peut être sur le terrain, elle peut être... Et finalement, comment on intègre de nouvelles métriques de suivi de l'efficacité de la formation. Et là, on va rentrer dans toutes ces logiques, on va dire, de compétences, de skill-based organization. D'accord. Donc, si je résume, 3 points fondamentaux pour moi dans la définition d'un LXP. L'expérience utilisateur, mais dans le sens où les fonctionnalités sont tournées autour de la démocratisation de l'usage pour l'utilisateur, la partie skill et la partie intégration. On va en voir un autre acronyme, c'est les LRS. Tu vas nous expliquer ce que c'est et pourquoi on en parle un tout petit peu plus aujourd'hui. Et j'avais une question, est-ce que c'est dû finalement à une norme que tu as évoquée tout à l'heure, qui est la norme XAPI, dont on parle depuis très longtemps et qu'on n'a pas beaucoup vu, enfin en tous les cas pour moi. J'aimerais avoir ton avis sur ces 2 points, LRS et XAPI. Alors, du coup, je vais commencer par XAPI. En fait, cette norme-là, elle a été créée pour dire, finalement, une expérience d'apprentissage, ça peut être plus large qu'un seul contenu de formation. Et là où finalement on avait toujours des normes, si je prends ICC ou SCORM, qui étaient des normes de communication entre un contenu et une plateforme, donc entre le contenu et le contenant, en fait, on s'est dit, l'apprentissage, c'est pas que ça. Ça peut être une mise en situation, ça peut être une évaluation sur le terrain, ça peut être, pourquoi pas, une expérience, on l'avait dit avant, en VR. Et en fait, une expérience de formation est beaucoup plus riche que juste un contenu. Et donc, il y a une nécessité quelque part de faire évoluer la norme aussi. Pour dire, il y a une nécessité d'aller traquer l'ensemble des expériences d'apprentissage. Et ces expériences d'apprentissage, elles peuvent se faire en dehors du contenu et en dehors d'un LMS. Et donc là, on avait besoin d'une norme qui permettrait à n'importe quel type de système, hein, même quelque part, tu vois, un CRM. Voilà, je suis commercial, je travaille à longueur de journée dans un CRM. Imaginons qu'il y ait un peu de formation de pousser dans la plateforme. Et en fait, il faudrait que cette action d'apprentissage, pourtant effectuée en dehors d'un LMS,
et sur un contenu qui n'est pas un contenu traditionnel, soit monitoré, traqué. Et donc en fait, c'est vraiment cette norme-là, elle a été créée pour avoir la capacité d'aller agréger toutes les modalités d'apprentissage, finalement dans un vocabulaire qui est commun, qui est celui de la norme XAPI. Et D'accord. pourquoi elle n'a pas beaucoup pris sur le marché? C'est aussi ça une bonne question. Oui. Parce que finalement, on voit que la vocation, elle est noble. En fait, et d'ailleurs, c'est les mêmes gens et les mêmes collectifs des gens qui ont créé SCORM, hein, ce qu'on appelle l'ADL aux États-Unis, donc qui est une entité gouvernementale avec plusieurs industriels aussi dedans. Donc ces gens-là qui avaient créé SCORM, c'est eux-mêmes en fait qui ont créé XAPI. Et pourquoi finalement ça prend pas trop? Parce que il y a eu aussi, je dirais, une non-volonté des éditeurs de LMS d'implémenter cette norme D'accord. de manière très logique pour faire de la rétention des utilisateurs et, on va dire, cadenasser un petit peu la relation client. Pourquoi? Parce que finalement, comment ça marche le renouvellement avec un éditeur? C'est, je vais choisir un outil et puis quelque part, on va monitorer l'usage. Est-ce que les gens ils utilisent, est-ce qu'ils n'utilisent pas, etc. Et là, on est en train de se dire que finalement, il y a des expériences d'apprentissage qui peuvent être jouées dans d'autres outils, qui peuvent être traqués, etc. Mais Oui. l'éditeur de LMS, logiquement, il n'a pas intérêt à faire en sorte que le client, finalement, il utilise d'autres systèmes et que quelque part, il fasse plus d'heures de formation dans d'autres systèmes que dans son propre système. Ça viendrait confronter sa légitimité. Là où le propos est noble de créer cette norme parce que on n'apprend plus comme on apprenait en l'an 2000, il faut que derrière, tout le monde joue le jeu. Et donc que les LCMS implémentent cette norme, majoritairement les LCMS, ils l'ont plutôt fait, mais aujourd'hui ça coince au niveau des LMS, et c'est pour ça aussi que les LXP implémentent aussi cette Oui. norme, et les LRS. C'est ce que j'allais te dire. Finalement, tout ça, ça a été au bénéfice des LXEP, finalement. C'est aussi voilà, de se dire, bah, finalement, comme dans son propos, le LXP, il se dit qu'il va cohabiter avec d'autres systèmes, et c'est là aussi où, quelque part, on a une liberté de la parole. C'est ça. Quand on travaille avec Billing, c'est pas parce qu'on travaille avec Billing qu'on ne peut pas évoquer Docebo, Cornerstone, 360 Learning, etc. avec les avantages et les inconvénients de chacun. Et parce que voilà, nous, on est très logique par rapport à notre positionnement, de se dire que bah, le client, il a plusieurs systèmes, il faut faire cohabiter tout ça, voire même il a pourquoi pas des plateformes de coaching, type CoachHub, tu avais comme des choses comme avant, comme MoveOne, etc. Et que tout ça, finalement, il faut que ça communique, que les actions, elles soient tracées, que ça soit intégré pour l'utilisateur, et d'où finalement l'implémentation de la norme XAPI pour les LXP qui devient, on va dire, logique par rapport au positionnement de ces plateformes-là. Petit aparté aussi sur la partie LRS. Donc LRS, c'est le Learning Record Store. C'est une sorte de base de données qui va permettre de stocker toutes les actions de formation au format XAPI. Donc là, c'est aussi quelque part intéressant, c'est que on a dissocié l'expérience de l'utilisateur de la partie stockage des données d'apprentissage et que ces bases de données, elles peuvent être hébergées chez un client. Et donc là aussi, on commence à s'affranchir de toutes les problématiques finalement de, tu sais, de migration d'un outil Oui. où finalement je fais un appel d'offres, je passe du LMS A au LMS B, comment j'exporte ma donnée, comment je la réimporte, c'est un gros projet, etc. Si en fait toute ta donnée elle était stockée dans un format propre en XAPI, que tu as tout ton historique de formation de ton entreprise avec les certifications, etc., et que c'est hébergé indépendamment de ton éditeur de LMS ou de LXP, bah là, ça devient vachement intéressant parce que non seulement tu as une sorte de souveraineté de la donnée, on voit aujourd'hui que ça devient de plus en plus important et même avec l'IA, que les clients
soit souverain de cette donnée de formation qui est une donnée stratégique, hein. Si je discute par exemple avec Renault et qu'il y a un plan de transition vers de la mobilité électrique et que je dis, bah, en fait, tu sais quoi, toutes tes données, ton plan de formation stratégique et quelles compétences et qui a quoi, ça c'est stocké sur Amazon, infogéré, on va dire, par un éditeur tiers. On commence à prendre des risques finalement sur la souveraineté de la donnée. Oui. Et moi, je vois qu'il y a de plus en plus finalement de clients qui cherchent à ramener cette cohérence, cette souveraineté de la donnée, s'affranchir d'un certain nombre de coûts liés aux intégrations, liés aux migrations. Et donc, si votre entreprise, parce que je me dis qu'on va sans doute avoir des L&D qui nous écoutent aussi aujourd'hui, si votre entreprise ne s'est pas penchée sur ce sujet des LRS, allez voir, parce qu'il y a une vraie plus-value. Et juste pour aussi redonner le positionnement aussi de Billink, aujourd'hui, Billink, c'est une constellation d'outils. Donc LXP, effectivement, là où on est sans doute le plus connu, LMS aussi, TMS, et on est éditeur de LRS. Et on ne s'interdit pas finalement, quelque part, un client qui viendrait nous voir pour disposer de son propre LRS. Voilà, c'est des choses qu'on sait faire aussi, de ne fournir que ce type de technologie. Tu viens de parler de TMS, justement. Ça va être notre dernier acronyme. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça consiste exactement en quoi un TMS? Alors, c'est vrai que dans la constellation des outils, aussi le TMS, Il y en a quelques-uns. on revient vraiment à la nécessité, à un moment donné, d'essayer de rationaliser tout dans un LXP, mais en conservant un petit peu ce qu'on appelle le best of breed. J'ai deux approches, grosso modo, dans mon entreprise. Soit j'ai l'approche all-in-one. Et là, je vais prendre un Workday, un SAP, un Oracle. Je vais prendre un ERP. Je vais prendre un généraliste, quelque part. Compliqué à déployer. Coûteux, compliqué à déployer. C'est l'avantage et le problème du généraliste. C'est ça. C'est que tu vas tout faire, mais que potentiellement, tu vas pas tout faire de manière très profonde ou super bien. Donc, soit tu vas vers des généralistes comme ça. Grosso modo, sur la majorité des clients, c'est pas ce qu'ils font. Soit ils vont vers des spécialistes. Quelque part spécialistes du LMS qui correspond, comme on avait dit auparavant, à leur vision, spécialistes du LXP, spécialistes du LCMS et spécialistes du TMS. Et TMS, c'est quoi? C'est Training Management System. Donc c'est un système historiquement qui a plutôt vocation à gérer la partie présentielle de la formation. Et là, tu vois que déjà, tu as un problème. C'est-à-dire que là où le LMS, il va héberger des contenus de e-learning et qui va les diffuser, si derrière, tu veux faire du blended learning, parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est quand même la base, le blended learning, et ben, en vrai, tu vas voir dans les entreprises combien d'entreprises arrivent vraiment à opérationnaliser des vrais programmes blended learning. Il y en a très peu. En fait, ils gardent finalement les actions de formation dans des outils tiers et ils essayent d'apporter de la cohérence vis-à-vis de l'utilisateur final, mais ils ont du mal à modéliser l'expérience blended learning. Pourquoi? Parce que donc, le e-learning est porté par LMS et le présentiel, donc tout ce qui va être gestion des formateurs externes, gestion des coûts. Le TMS, historiquement aussi, il gère les coûts, le plan de formation. Oui. Voilà, typiquement, la difficulté aussi en France, dès qu'on réfléchit plan de formation, adéquation du dispositif avec des financements OPCO, etc. Donc le TMS va gérer toute cette partie logistique, synchrone et budget. Donc je vais être capable de faire des budgets différents par rapport à mon catalogue, de faire des projections de sessions, de rebasculer des inscriptions de sessions, etc. Pourquoi? Parce que pareil, le LMS, et là je pense qu'il y a beaucoup d'outils, LMS qui gèrent très mal, voire pas du tout, le synchrone. Gérer des formateurs qui sont dans plusieurs salles, avec plusieurs créneaux horaires, et qu'après tu dis, bah, je veux gérer mon émargement de manière digitale. Alors là, hop, tu rajoutes une complexité. Dire, bah non, nous, on veut plus faire de papier. On veut tout digitaliser. Donc là, bah, ok, est-ce que j'intègre, pareil, une solution type EduSign, des solutions type DocuSign et tout,
Ou finalement aujourd'hui, tu vois que des LXP comme Billing qui proposent aussi cette partie signature. Donc en fait, on va venir compléter le TMS. Le TMS, voilà, donc il va gérer toute cette partie-là. Et là, c'est pareil, finalement, je dirais, pour associer un petit peu les deux briques du puzzle sans tout changer dans mon entreprise, de dire, bah, quelque part, j'ai choisi un LMS, j'en suis plus ou moins content. J'ai choisi un TMS. Alors là, pareil, des TMS, hein, on peut citer quelques acteurs, hein. On peut citer des Talentsoft, des Training Orchestra, des choses comme ça. Bah, en fait, si tu veux faire du blended learning, tu vois que le LXP qui va être capable d'intégrer dans une expérience homogène à la fois ton distanciel et ton présentiel, là, ça commence à faire du sens. Pour terminer cet épisode du podcast, on va parler de l'avenir des plateformes. Et je voulais te poser une question, Morgane. Quelle tendance vois-tu émerger dans les années à venir? On a parlé de plein de choses, Ouais, de alors, plein d'acronymes. ouais, Ça va converger, qu'est-ce qui va se passer pour toi? bah, je pense qu'effectivement, je vois bien aussi la convergence. En fait, c'est des cycles. On a parlé un petit peu du best of breed versus le généraliste. Aujourd'hui, les best of breed, ils sont nécessaires pour amener de l'innovation, entre guillemets, dans leur niche. Mais finalement, au bout d'un moment donné, il y a une nécessité d'intégration de tout ça. Aujourd'hui, le rôle que quelque part joue le LXP, voilà, de facilité et autres. Et je pense que les capacités de développement, tout ça, effectivement, je pense qu'on aurait tendance à le gommer pour une learning platform, tu vois, en Oui, faisant fi de tous les acronymes, mais qui possède, on va dire, l'exhaustivité du fonctionnel. Quelque part, quand tu es un éditeur de LMS, bah, tu tentes peut-être aussi de faire un peu évoluer ta gamme de produits vers du LXP, quand tu es un TMS, un peu vers du LMS, etc. Et donc à un moment donné, il y a aussi voilà, il va y avoir forcément une convergence des roadmaps et des investissements, et une convergence aussi quelque part liée à de l'acquisition finalement. Donc la partie M&A, où on voit, comme on disait par exemple, Cornerstone qui rachète Edcast pour s'équiper d'un oui. LXP. Il y a beaucoup de rachats dans cette industrie-là. Je pense que la volonté derrière des éditeurs, c'est aussi bah voilà, de mutualiser les technologies, de rationaliser tout ça. Donc, je vois bien cette convergence qui après redébouchera vers de la spécialisation. Comme je disais, c'est un Oui, cycle. c'est un cycle. C'est un cycle où tu as besoin de challenger les choses et les choses évoluent. Et moi, je dirais presque que là, il y a deux grosses tendances. C'est l'IA, d'une part. L'IA, juste, voilà, c'est la petite aparté, mais l'IA, J'allais te poser la question, Morgane, ouais, bah, sur l'IA, l'intelligence artificielle. Quel rôle elle va jouer dans l'évolution de tout ça? en fait, l'IA, et notamment l'IA générative, elle a aidé à démocratiser l'IA. Nous, dès 2019, hein, on intégrait des algorithmes de machine learning dans les produits pour faire de la recommandation, etc. En fait, la plupart des éditeurs, ils bossent dessus depuis assez longtemps. Du coup, ce qui a vraiment changé dans la partie générative, c'est aussi quelque part qu'on a mis ces outils-là dans les mains du grand public, plutôt en B2C, un peu comme des assistants au quotidien, et qu'on a repensé l'expérience utilisateur. Je pense que là aussi, là où c'est vraiment bluffant, c'est cette disruption de l'expérience utilisateur. On voit que les personnes, plutôt que d'avoir des ergonomies type site web, des intranets, un SharePoint ou je sais pas quoi, ou même une plateforme de learning, en fait, ils veulent pas de plateforme, les gens. Ils veulent pouvoir discuter, dialoguer, avoir le sentiment que leur propos, il est compris, qu'il est personnalisé et qu'on les aiguille, en fait. Et donc, le gros enseignement, en fait, de l'IA, au-delà du fait que, bien évidemment, ça va être intégré dans tout un tas de gestes métiers pour augmenter la productivité, faire en sorte que bah, notre monde évoluant de plus en plus vite, il y a une nécessité de former les gens de plus en plus vite. Et du coup, il y a une nécessité de produire de plus en plus vite. Donc l'IA nous aide à faire ça, mais l'enseignement, il est vraiment aussi autour de l'expérience utilisateur. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que on revient pour moi à l'ADN finalement aussi de B-Link, qui est l'acronyme de BioLink. BioLink. Même finalement, notre entreprise, c'est elle aussi un acronyme, mais avec cette volonté qu'on a toujours eue d'amener le contenu
et l'expérience d'apprentissage à l'utilisateur plutôt que d'essayer de faire venir l'utilisateur à notre plateforme. Et donc ça, si on veut que les gens en fait créent un réflexe de learning, que le learning il soit intégré à leur quotidien, comme je me brosse les dents, je passe 10 minutes à me former, où j'apprends, on va dire, continuellement, je fais de la veille, etc. Il faut enlever la friction de la plateforme, de la nécessité qu'un utilisateur va avoir de se connecter à une plateforme. Et c'est pour ça que Google, ça marche aujourd'hui, ou que YouTube, ça marche. Alors, il y a des entreprises qui me disent, mais finalement, j'ai plus d'usage quelque part de YouTube ou de Google que de ma plateforme en entreprise. Et comment finalement je peux traquer dans ma plateforme ce que les gens ils font dans YouTube. On reprend quelque part le problème à l'envers. C'est qu'on va essayer de ramener YouTube dans la plateforme. Ben non. Pourquoi YouTube ça marche? Parce qu'il n'y a pas de friction. L'ergonomie elle est très simple. Et donc voilà, je pense que l'enseignement aussi pour moi demain c'est vraiment il y a à la fois finalement une convergence du périmètre fonctionnel, mais à la fois des plateformes qui sont complètement invisibles et qui sont intégrées dans le quotidien et dans les outils de productivité. Et c'est là où je pense qu'on pourra vraiment dire que l'entreprise, elle va vers une culture d'apprentissage. Parce que, voilà, c'est pareil, on parle de skill-based, on parle de culture d'apprentissage. On n'auto-déclare pas ou on s'auto-déclare pas avec une culture d'apprentissage dans son entreprise. On dit pas, je vais faire un appel d'offres, je vais implémenter un nouvel outil et boum, je vais avoir une culture d'apprentissage. C'est non seulement ça doit être porté au plus haut niveau de l'organisation avec des dirigeants qui se disent que la formation, c'est pas un centre de coût. Et crois-moi, il y en a encore beaucoup qui pensent comme ça. Donc, de démocratiser l'accès à la formation. Et comme je disais, de distiller la formation dans le quotidien des collaborateurs, sans friction, à travers des ergonomies comme celle de ChatGPT ou de Mistral, mais en mode chat. C'est un point qui est très important. Et on voit aussi toute l'émergence des agents IA aujourd'hui. Oui, tout à fait. Un agent IA, c'est quoi? C'est une sorte de LXP de l'IA. Je m'explique. C'est une intelligence artificielle qui est capable de se connecter à des outils tiers via des API pour effectuer un certain nombre de tâches de manière autonome. Et donc, si on se dit que demain, en fait, ces IA qui vont être aussi déployées de façon massive dans les entreprises avec des nécessités de souveraineté ou autres, elles sont connectées, tu vois, par API aux plateformes de learning et que finalement la plateforme elle ne fait que de structurer de la donnée et de proposer de la donnée qualitative au chat ou à l'IA, ça sera déjà une belle avancée. Alors Morgane, on arrive au bout de cet épisode. Je voulais vraiment te remercier pour ton expertise parce que grâce à toi, en tous les cas en ce qui me concerne, j'y vois plus clair sur tous les acronymes. J'ai bien noté la complémentarité par rapport au LMS, au LRS, au LCMS, voire au TMS, de tout ce qui concerne les LXEP. Je te remercie d'avoir donné ta vision sur le rôle accru de l'intelligence artificielle qui augure d'un futur qui va aller vers une meilleure culture finalement de l'apprentissage pour les entreprises. Et puis, je te remercie également vraiment de nous avoir livré ta vision de la formation idéale de demain avec des plateformes et tout ce qui va changer. Donc, merci pour tout ça, Morgane. Je te remercie vraiment d'être venu dans cet épisode. Et puis, je voulais remercier nos auditeurs et leur dire que je leur dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Never Stop Learning. Merci Morgane. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Never Stop Learning. Si cet échange vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Vos retours sont essentiels pour continuer à vous offrir des contenus de qualité. Je suis Gérard Pécou et si vous recherchez des solutions innovantes pour transformer vos projets de formation, rendez-vous sur calimedia.fr ou cifadis.fr. Nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner dans vos projets.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Never Stop Learning, votre rendez-vous pour explorer, innover et ne jamais cesser d'apprendre. À très vite.